Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. Bonjour. Bonjour, Anne-Pascale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, quelques mots pour vous présenter. Yves Nathan, vous avez enseigné au primaire pendant 35 ans et avez été chargé de cours à l'Université de Sherbrooke pendant plusieurs années. Vous êtes l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur la lecture, l'écriture et la littérature pour la jeunesse. Vous avez été directeur de la collection Carré Blanc aux éditions Les 400 coups et vous êtes l'auteur de 3 histoires touchantes pour la jeunesse. Vous animez de nombreux ateliers et conférences sur la littératie. Et en 2016, donc tout récemment, vous avez fondé les éditions 2. Vous avez fait de votre passion pour les livres un engagement, non seulement comme enseignant, mais aussi comme chercheur, activiste, polémiste, critique littéraire, directeur de collection, auteur et maintenant éditeur. Oui, on dirait une éloge funéraire. Oui, mais non, mais non. Mais non, on continue de célébrer votre travail parce que, faut le dire, vous avez la retraite active. Oui. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à vos sources d'inspiration, vos influences, et je vous pose la question en ouverture, de qui ou de quoi êtes-vous le contemporain? Vaste question. Oui, vaste question, mais... Daniel Pennac, quand il a écrit comme un roman en 1992, a été un point important et marquant, je trouve. J'étais déjà... J'avais beaucoup de gens qui m'influençaient pour l'enseignement, qui prônaient la littérature comme point central à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, déjà dans ces années-là. Mais c'était des gens qui avaient des grands parcours universitaires et tout. Et le discours était universitaire et pédagogique et un peu dans un langage fermé, mais très passionné aussi. Puis quand Daniel est arrivé, il l'a formulé avec amour, je trouvais. Puis ses paroles étaient pleines de bon sens, mais naturellement simples, je trouvais. Très, très accessible. Oui. Puis il parlait du cœur, puis il parlait comme lecteur. Puis je m'étais dit à l'époque, en 92, j'ai dit, ça y est, tout le monde va être d'accord. On va passer à autre chose en éducation. On va enfin, tout le monde va comprendre. C'est dit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez mis en place une méthode d'enseignement de la lecture, de l'écriture à travers la littérature jeunesse. Donc, ça a été vraiment ce qui a habité tout votre parcours d'enseignant. Oui, oui. Puis, à cette époque-là, bon, vous découvrez Pennac, mais pouvez-vous nous en parler un petit peu, comment ça se passait concrètement dans vos classes? Oui. Mais c'est simple en bout de piste. Ça paraît compliqué parce que personne ne l'a vécu. C'est un peu... Je compare toujours, pour faire du ski, ça prend des vrais skis, la vraie neige, une montagne, puis on embarque, puis on y va. Puis je trouve que pour l'enseignement de la lecture, c'est un peu ça. Ça prend des vrais livres. Par rapport au manuel scolaire. Par rapport au manuel scolaire, oui. Beaucoup par rapport au manuel scolaire. Puis on aurait des choses affreuses à dire autour des manuels scolaires. Mais bon, j'y reviendrai. On va se concentrer sur la littérature. Ça prend des vrais livres, des enfants, puis quelqu'un qui aime beaucoup lire, puis qui orchestre tout ça pour que, en prenant de vrais livres entre les mains, bien, qu'ils apprennent à lire, mais ils apprennent plus qu'à lire, je trouve. Puis en passant, c'est une méthode tellement naturelle que les parents le font naturellement à la maison. On prend des vrais livres, on s'installe avec nos enfants, puis on leur lit sans... Bien avant l'âge... Bien avant l'âge requis. Théorique pour la lecture, là, c'est ça. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui arrivent à l'école, puis ça fait déjà 5-6 ans qu'ils apprennent à lire. Puis tout le monde prend pour acquis que c'est pas de l'apprentissage, mais il y a beaucoup d'apprentissages qui se font dans les bras de maman et papa, sur le bord d'un lit, et tu apprends plein de choses sur la lecture que tu n'as pas besoin d'apprendre plus tard. Voilà. Je disais, comment ça s'orchestre? Comment ça s'orchestre dans la classe? Bien, premièrement, vous avez beaucoup de livres. Oui, c'est le hic. C'est le problème. Un manuel, t'en as juste un, puis tout le monde a un exemplaire. Là, faut avoir beaucoup de livres, parce que déjà 25 gamins, déjà on pense à 25 livres minimum.
hein, pour la journée ou l'heure qui vient. Mais ces 25 gamins-là ont des goûts différents. Ces 25 gamins-là sont à des niveaux différents de lecture. Certains peuvent lire beaucoup, certains moins. Alors, tu as besoin d'une palette avec de différents livres, mais de différentes formes d'écriture et de différents niveaux d'écriture aussi dans une classe. Donc, on parle d'environ 800 000 livres minimum dans une classe pour que on puisse avoir du matériel avec lequel travailler, mais l'avantage, contrairement au manuel, et c'est le gros avantage, c'est que ça rend les gens lecteurs. Et ça, c'est la différence. Au lieu, on dit toujours des liseurs. Il y a des liseurs, parce qu'on l'a crée très bien à l'école, mais des lecteurs, on en crée 50 des élèves. L'autre 50 ne font qu'être des liseurs. Puisqu'une personne sur deux, vous l'avez mentionné souvent, une personne sur deux arrête de lire après sa scolarité. Ce qui est désastreux quand on y pense. On parle toujours du taux de décrochage, ou les garçons versus les filles, mais quand on pense qu'on met un système en place social, c'est une décision sociale de rendre les citoyens lecteurs, les instruire, 1 sur 2 n'y arrive pas. Si j'avais une école de natation, puis je disais aux gens, bien, on est une très bonne école, il va savoir nager, mais il y a une chance sur 2 qu'il ne voudra plus jamais nager de sa vie. C'est un constat d'échec, finalement. Oui. Donc, il faut repenser les méthodes. Et ce qui vous emballait tant à la découverte de Pénac, de cet essai-là, il y a 25 ans, c'est que vous vous étiez dit, bon, ben ça y est, on est rendu, les gens vont embrasser, c'est ça. C'est du domaine public. Alors que 25 ans plus tard... Je disais à Daniel que j'ai rencontré à Paris, je lui disais, ce livre-là sortirait maintenant, ça aurait le même impact médiatique que ça l'a eu il y a 25 ans, parce que le propos est encore actuel, ça n'a pas vieilli du tout, puis je viens de le relire comme 4 fois de suite pour un projet. Puis rien ne vieillit dans le propos, sauf de faire le constat que les choses n'ont pas changé, et ça, c'est triste. Puis à la base, si on revient vraiment comme un roman, Daniel Pénac, lui-même enseignant, donc constatait dans ses avec classes... des gamins en difficulté, en plus, pas avec une classe normale, avec ses hauts et ses bas, là, des enfants avec des problèmes. Là. Puis en fait, à la base, il constatait un certain désintérêt pour la lecture et il s'est dit, mais... comment en est-on rendu là? Ou comment se fait-il que moi, qui aime tant la lecture, que eux ne sont pas attirés du tout. Donc, en tant que pédagogue, en tant que passeur, ça venait... Amoureux, Et donc, évidemment, ça avait une résonance pour vous aussi, parce que c'était votre quotidien aussi d'enseigner. Il y a une chose, il y a toutes sortes de perles dans cet essai. On aura peut-être l'occasion d'en citer quelques-unes, mais il milite beaucoup pour la lecture à voix haute. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est-à-dire, quel bénéfice peut-on en retirer, puis pourquoi il en a parlé comme étant quelque chose de fondamental? De fort. Pour peut-être rallier les jeunes à la lecture. Quand on apprend aux gamins à faire du vélo, on les embarque à l'arrière, on les met dans un petit... Ça se compare à la lecture à voix haute. J'appellerais ça du vélo à voix haute, où on te fait vivre tous les bénéfices marginaux de la chose sans que tu aies même à faire un effort dans la chose. Tiens, sans le vent dans ton visage, sans le pique-nique, vois maman et papa rire ensemble, on s'arrête ensemble, tu endors-toi dedans pendant qu'on roule, puis c'est tellement bien de s'endormir. Tu as accès à tous les bénéfices marginaux qui font en sorte que tu veux devenir un cycliste plus tard parce que tu as connu le plaisir de ce que c'était, puis on te fait le cadeau du plaisir. Mais la lecture à voix haute, c'est la même chose. On va te donner tout le plaisir qui vient avec la lecture sans que tu aies besoin de faire rien. Puis c'est ce que font tous les parents. Jusqu'à l'âge de... En tout cas, les parents qui lisent à la maison font ce cadeau-là. Puis ce qui est dommage, c'est que ça arrête souvent à l'école. Maternelle, première, deuxième, mais si on va vers 5e, 6e, secondaire, on arrête de faire la lecture à haute voix. Comme système, pas. Il y a certains enseignants qui le font très bien, là. Mais on arrête de faire ce cadeau-là. En se disant, bon, l'enfant sait lire. C'est lire. Puis on fait pas ça dans rien. Je ne dis pas parce qu'un enfant qui sait marcher, on se dit, bien, je marche pas avec toi parce que tu es capable de faire ça tout seul. Mais on prend pour acquis que maintenant tu sais et on n'a pas besoin de faire ça. Puis en même temps, je me dis, je suis pas sûre que c'est ça. Je pense qu'on n'a jamais eu comme adulte le plaisir de se faire lire pendant toutes nos années de scolarité, puis de vouloir reproduire ça aux autres. Puis on se retrouve avec des enseignants qui aiment peut-être lire ou non, parce que c'est le même principe. 50 aiment lire, 50 n'aiment pas lire. Mais
comme ils n'ont jamais eu ça, ils ont appris par cahier d'exercice, tu travailles, puis je vais gérer ton travail, puis ils n'ont pas vraiment appris par plaisir et par amour de la chose. Ils ne reproduisent pas cette pédagogie-là qui est dans le fond, qui est là, en tout cas en pleine face. Je trouvais que Daniel nous mettait en pleine face une vérité, c'est regardez, c'est ce que vous faites autour de vous. Là. Donc, dans vos classes, on crée des lecteurs, Ouais. non pas des liseurs. Ouais. Et pour ça, ça prend une communauté, en fait. Ouais. C'est ce que vous instaurez, une communauté de lecteurs. Ouais. Donc, on a des livres, on échange sur nos lectures, on s'obstine. Ouais. C'est un peu comme Ouais. ça que Ouais. que vous organisez l'apprentissage et les résultats. Vous seriez le premier. Ouais. On dit même, ces années-ci, on ne gêne plus pour dire à des enseignants, commencez, puis après un mois, vous allez voir, c'est spectaculaire. Cet engouement d'enfants qui, même à 5 ans, vont vouloir être des lecteurs, puis de se dépasser en termes de lecture, puis de vouloir, tu sais, pas performer, mais vouloir lire tout ce qu'ils trouvent là, dans la classe. C'est fascinant, je dirais. Donc, ça peut devenir un faux problème, finalement. C'est-à-dire, ça peut ne plus être un problème, ce désengagement de la lecture, puisque si on utilisait cette technique-là, bon, de façon... si on révisait nos méthodes d'enseignement, eh bien, On pourrait enfin passer à autre chose dans les écoles, je trouve. Ça serait... Mais comme on n'y est pas... Oui, il faut travailler fort. Il faut travailler fort. Puis on est rendu, puis il y a 30 ans ou il y a 25 ans, je n'aurais pas été capable de dire ça, mais là, on peut carrément montrer à de jeunes enseignantes à l'université, voici comment montrer à lire, qui marche très bien, puis qui va garder vos élèves allumés, puis on va vous montrer comment faire, puis une fois que vous serez à l'aise avec la technique, vous pourrez vous éclater, les livres différents et tout. De la même façon qu'on peut montrer à un jeune adolescent comment être un bon prof de ski. Voici les techniques qui marchent bien, puis après ça, tu as ta personnalité, tu as ce que toi t'aimes plus faire, puis tu vas individualiser la chose, mais on va te montrer les techniques de base que tu as besoin, ce qu'on ne fait pas encore en ce moment. Là. Puis en fait, c'est d'autant plus important aujourd'hui, je pense, d'être un bon lecteur avec toute la somme d'informations qui nous arrivent. Si, en sortant de l'école, on n'est pas en mesure d'exercer un jugement... On est foutu, qu'on aime dire. L'autre jour à la radio, à Radio-Canada, il y a 7 semaines, j'écoutais, puis on racontait que dans les 5 dernières années, il y a eu autant, pas d'inventions humaines, mais il y a eu autant d'écrits, d'inventions, de réflexions, d'idées nouvelles que dans toute l'histoire de l'humanité qui précède. C'est dans les 5 dernières années. Puis ça, les enfants naissent dans un monde où on leur demande un très haut taux d'expertise, ce qui est du jamais vu, en tout cas. Puis je ne vais pas faire mais je regarde parfois ce qui se passe aux États-Unis avec les élections, comment les gens se désengagent ou ne lisent pas, ou parfois ici, certains chroniqueurs que Yves Boisvert a appelés les outrés là, dans certains journaux. Puis on regarde le fil de conversation qui est en dessous d'articles qui sont mal écrits de un, parce que ce n'est pas des bons textes d'opinion, c'est des charges. Des charges, oui. Puis on regarde le fil, puis on dit, les gens ont besoin d'apprendre à lire, puis à s'exprimer, puis à articuler une pensée, ce qui n'est pas le fait là. C'est dommage. On le disait, ça fait 25 ans cette année que Daniel a publié son roman. Et vous soulignez cet anniversaire avec une édition. Vous vous êtes fait plaisir. Spécial, oui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? C'est une édition qui existe déjà, mais dans le milieu dans le monde anglo-saxon. Elle a été faite en Angleterre en 2006. Puis ils ont eu la brillante idée d'associer le texte de Daniel avec les dessins de Quentin Blake. Puis Quentin Blake est un illustrateur de renommée mondiale qui est surtout reconnu pour avoir illustré Roald Dahl. Son talent dépasse ça, mais disons que Roald Dahl et lui sont liés par l'image et le texte à vie. Puis l'édition, elle est magnifique. C'est un beau livre et les illustrations sont parfois très drôles, très touchantes, comme Blake peut le faire. Puis moi, le voyant, je voyais Daniel, exemple, à Paris, puis je disais, pourquoi est-ce que Gallimard ne le fait pas? Des gens comme moi achèteraient une édition spéciale où ça relancerait le livre, puis finalement, on nous dit que Gallimard n'est pas intéressé, disant que des illustrations dans un livre pour adultes, c'est pas dans leur culture, puis ils n'aiment pas ça, puis ça... Le plateau était ouvert pour faire la demande, puis ils ont accepté que l'on fasse l'édition française à la maison d'édition. Fin mars. À la fin mars. Oui, en se croisant les doigts fortement. Oui, fin mars. C'est ce qui est prévu.
On fête aussi la première année, le premier Oui. anniversaire de votre maison. Hein? Oui. Donc, on a quelques livres ici. Je pense que vous en êtes déjà à votre 12e titre. Oui, hein? je me plains. Ça fait un an que ça va avoir l'air un peu cucu, mais ça fait un an que je travaille fort en me disant j'ai hâte parce qu'on va pouvoir découvrir notre 12e. La 12e. Oui. Ben, c'est charmant, ouais, ben oui. Et là, c'est officiel, on va célébrer notre première 12e. Oui. Bien, bravo. Yves Nadon, merci. Merci d'être l'éditeur que vous êtes. Merci, merci. D'être l'auteur aussi, le pédagogue. Je pense que on ne pouvait rêver mieux dans le monde de l'éducation et puis la poursuite avec votre œuvre au sein de cette maison. Longue vie aux éditions 2. Merci beaucoup, Anne-Pascale. Merci, Yves.